Vous écoutez l'affaire Simone Weber, deuxième partie. Quelque temps avant, un témoignage de personnes âgées avait attiré notre attention. Le lendemain donc, de la disparition de Bernard Etier, les voisins du dessous, monsieur et madame Hague, un couple de personnes âgées, qui est souvent à sa fenêtre ou l'œil collé au Judas, entendent un remue-ménage assez important dans l'appartement de Simone Weber, situé juste au-dessus d'eux. À un moment, ils ont cru que Simone était tombée, parce qu'ils ont entendu un bruit sourd, comme un corps qui tombe. Après, ils vont dire que la lumière a vacillé, puis ils ont entendu un bruit comme un aspirateur cassé, qui faisait plus de bruit. Mais bon, qui se déplaçait pas au-dessus de leur tête, toujours au même endroit, donc ils étaient un peu surpris. Ça dure quelques minutes. Alors, il faut se rappeler quand même que c'est vers 23h30, où tout le monde quasiment dort dans l'immeuble. Alors, Simone Weber, qui n'est pas une adepte du ménage, ça intrigue beaucoup les voisins du dessous. Et au petit matin, ils entendent Simone Weber descendre les escaliers, qui sont en bois, donc ça craque. Ils regardent par le Judas. Et ils vont constater que Simone Weber descend un nombre important de sacs poubelles. Je crois qu'ils en comptent une quinzaine et qu'elle fait 5, 6 ou 7 fois le voyage. Et elle dépose des sacs poubelles sur le trottoir. Et Madame Hague, quelques jours après, elle dit qu'elle a vu un sac poubelle qui allait être évacué par Simone. Et ce sac poubelle contenait des chiffons tachés de rouge et il s'en dégageait une odeur épouvantable. Simone Weber n'a pas nié avoir sorti beaucoup de sacs poubelles. Elle a dit « j'ai rangé mes placards ». Subitement, un soir, ça lui a pris. Et comme par hasard, ça correspond au jour où Bernard Etier a disparu. Donc, si on rapproche la location de la meuleuse à béton avec le remue-ménage et les sacs poubelles qu'on évacue assez rapidement, il est probable que le malheureux Bernard Etier a été démembré et qu'on s'est débarrassé du corps. Dès l'instant après qu'on sait pour les sacs poubelles, pour la voiture, tout ça, je dis non, là, elle l'a éliminé quelque part. 2 ans plus tard, en 1988, l'enquête pour prouver la culpabilité de Simone Weber continue. Les avocats, pendant toute la durée de la procédure, me disaient « mais tronçonner un corps, mais vous n'y pensez pas, monsieur le juge, vous êtes malade. Avec une disqueuse, mais ça doit gicler partout, etc. » Donc, le juge d'instruction a décidé cette pseudo-reconstitution. On avait quand même récupéré de la viande animale, qui se rapproche un petit peu d'un corps humain. On avait mis des papiers blancs au mur, au plafond, au sol, dans le salon de Simone Weber. J'avais un tablier blanc pour voir si j'avais des traces sur moi. Et en réalité, avec ce genre d'engin qui tourne à 6000 tours minute, il n'y avait pas de projection de sang, uniquement de la poussière d'os. Quand quelqu'un est mort, la pompe ne fonctionne plus, donc un mort ne saigne plus, quoi. Il n'y a plus de sang qui gîte. En attendant de découvrir les éléments matériels qui prouveraient la mort de Bernard Etier et la culpabilité de Simone Weber, le juge Thiel décide de s'intéresser à la personnalité intrigante de cette femme. Au cours de l'instruction, il fallait que je vérifie systématiquement si ce qu'elle soutenait était exact ou non. Et la plupart du temps, ça s'avérait faux. Simone a aussi parfois joué la politique de la chaise vide. Elle a refusé de venir à certaines convocations du juge. Simone Weber qui multipliait de faux malaises, puis qui a fait la grève de la faim, tout ça a fait que le temps s'écoulait. Et c'est une femme qui a joué avec la justice pendant 5 ans. C'est ses avocats qui ont multiplié les recours, les obstacles. Simone Weber n'accepte pas qu'on lui tienne tête. Elle veut dominer. Je l'ai interrogée à 77 reprises. Ça a pu être très orageux par moments c'était plus calme. C'est un peu comme un vieux couple à la longue. Par moments, Simone haïssait le juge et par moments, elle avait un petit regard amusé, tendre. Donc là, parfois, elle l'appelait Poussin. Elle essaye de manipuler ceux qui lui résistent, le juge, les enquêteurs, les journalistes.
on accuse les gens de couper les bras, les jambes, etc., eh bien, il faut au moins le prouver, et il refuse de le prouver, alors c'est un assassin moral, c'est un bandit. Elle sait faire aussi l'aimable, hein. Elle était convaincue de son pouvoir de séduction, sur le juge, sur les policiers. Elle se disait, tous ces gens-là m'aiment bien, je marque des points. C'était une relation très ambiguë entre Simone Weber et Gilbert Thiel. De temps en temps, il y avait presque une complicité entre eux. Elle dit, j'aimerais bien aller sur la tombe de mes enfants. Je dis, il y a une condition. Elle me dit laquelle? Je dis, je ne veux pas que vous en parliez à vos avocats. J'ai pas envie que derrière les pierres tombales, tout d'un coup, il y ait 2 photographes qui sortent et qui prennent des clichés. On la prenait en charge dans la cour de la prison. Elle disait, il y a mon chéri qui vient me chercher ce matin. Elle se faisait faire sa permanente. On rentrait dans le cimetière en voiture. Ça a duré 2 fois, 3 fois, 4 fois. Peut-être qu'il a un petit peu lâché du lest parfois en la laissant dans la maison de Rosières cueillir des fruits. On lui enlève ses menottes pour la laisser cueillir 2-3 mirabelles, quoi. Je sais pas, j'ai jamais vu ça, quoi. Patricia Etier, fille de Bernard Etier. Et puis toute souriante, hein, face à la presse, hein, qui fait la belle. Ça me mettait hors de moi, ça. Non, j'aurais plutôt travaillé au corps, quoi. J'aurais plutôt pour essayer de la faire craquer, plutôt que de la prendre par les sentiments. Peut-être que c'est un geste d'humanité du juge, mais c'est peut-être aussi, il y a peut-être un calcul, c'est peut-être une façon d'obtenir qu'elle lâche elle aussi un petit peu. Le juge Gilbert Thiel, qui a toutes les preuves du fait que Simone Weber a tué Bernard Etier, va tout faire pour trouver le corps. Nous sommes amenés à aller au cimetière à Rosières-aux-Salines parce que des personnes avaient vu Simone Weber jeter des sacs poubelles dans l'ossuaire. Donc le juge a ordonné la fouille de cet ossuaire. C'était encore un grand moment un peu lugubre et un peu style film d'épouvante. On est descendu avec des masques respiratoires, des bouteilles à oxygène. On a récupéré des sacs avec des ossements. Et on va amener tout ça à l'Institut de médecine légale pour savoir s'il y a quelque chose qui pourrait correspondre à un membre coupé par un mécanisme de sciage, etc. Ça s'avérera négatif. On va louer une petite excavatrice et on va faire quelques opérations de recherche dans le jardin de Rosières-aux-Salines. On a fait des recherches aussi dans une décharge publique. Il faut quand même reconnaître au juge aussi qu'il a tout fait. Il a même vidé un canal. Enfin, c'était quand même incroyable. Il a visité plusieurs centaines de mètres de canal parce qu'il avait le pressentiment qu'on pouvait trouver un morceau de corps ou un sac poubelle. Il n'a jamais lâché. Les enquêteurs n'ont jamais lâché. Patricia Etier n'a jamais lâché. Je suis même allée fouiller dans le bois où on l'avait vu parce que je me suis dit, elle a peut-être jeté des sacs poubelles dans le bois. Avec un journaliste de France 3, elle nous a embarqués dans une forêt. On a passé des heures et des heures à retourner des tas de brindilles et à aller le long d'une rivière pour voir s'il y avait des traces, etc. Elle avait un certain charisme, cette fille, hein, pour nous entraîner. Donc non, il n'y avait rien. Il y avait des sacs poubelles, mais c'était pas du tout de rapport à papa. Malgré les efforts du juge d'instruction, il n'existe toujours pas la moindre preuve matérielle que Simone Weber ait fait disparaître son ancien compagnon, Bernard Etier. C'est alors qu'un pêcheur fait une découverte qui relance l'affaire. On est ici à Poincy, au bord de la Marne, à 300 km de Nancy, et c'est ici que toute l'affaire Weber a basculé. Philippe Brunet-Lecomte, ex-journaliste l'Est républicain. J'ai débarqué à Poincy parce qu'un pêcheur a découvert un tronc inconnu dans une valise, lesté d'un parpaing. Et ce qui m'a tout de suite frappé en interviewant un pêcheur, un élu, c'est que ce tronc était découpé avec un outil mécanique. Donc c'était quand même très intriguant. Ce tronc humain donc n'est pas identifié, mais après il y a une circulaire nationale qui a été effectuée par le SRPJ. C'est grâce à ça qu'un fonctionnaire de la PJ de Nancy est venu nous voir et il a dit « Tiens, ça pourrait peut-être vous intéresser dans le cadre de votre enquête. » Quand la police m'a prévenue, donc je suis allée au commissariat de police. Patricia Etier, fille de Bernard Etier.
Et malheureusement, il y avait la valise. J'ai vu la valise. En fait, c'était 2 valises que papa avait achetées identiques. Et je me rappelle très bien parce qu'on les a achetées ensemble, ces 2 valises. Et c'était la même que j'ai vue qu'ils avaient retrouvée, quoi. Il va y avoir des expertises médicales afin d'essayer de déterminer s'il s'agit du tronc du disparu ou non. Le corps était du groupe sanguin A, et Bernard Etier était du groupe sanguin A. Et des radios plus poussées ont permis d'établir des similitudes au niveau des cervicales, de l'épaule et puis du bassin. Ce tronc, c'était le messie qui est arrivé pour l'accusation. Ça colle pas du tout. Le tronc avait été opéré de l'appendicite. Et Bernard Etier n'avait jamais été opéré d'appendicite. On ne retrouvera pas dans les dossiers médicaux de traces de cette opération. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas subi. Ses anciennes maîtresses diront qu'il avait une cicatrice à cet endroit. Ils avaient des doutes pour l'appendicite, pas l'appendicite. Mais bon, c'était le papa, quoi. On s'aperçoit que le parpaing qui laisse de la valise, il y a des coulures de peinture bleue. Et là, Jacques, dès qu'il voit la peinture bleue, là, il me dit, vous vous souvenez, monsieur le juge, la planche de rive du toit de la maison de Rosières-aux-Salines, c'est la même couleur. Donc, on va prélever un morceau de planche de rive du toit à Rosières-aux-Salines. On fait le prélèvement de la peinture du parpaing. C'est la même composition chimique. Avec cette peinture, les derniers doutes que je pouvais avoir, après les travaux des médecins légistes étaient partis, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et ce tronc, oui, j'ai considéré, et je considère encore aujourd'hui, que ce sont bien les restes de Bernard Etier. On était en pleine affaire de cette disparition étrange de Bernard Etier, quand on a appris l'existence de ce Marcel Fixard, qui était mort très peu de temps après son mariage avec Simone Weber. Alors vous pensez, on avait déjà quelques doutes sur l'innocence de Simone Weber, donc immédiatement, on a commencé à fouiller. Les enquêteurs se plongent dans la vie de Simone Weber, 8 ans plus tôt, lorsqu'elle fréquentait Marcel Fixard. Marcel Fixard, c'est un octogénaire, militaire en retraite, qui a plutôt bon pied, bon œil, qui vit dans une petite maison à Rosières-aux-Salines et qui se sent un peu seul. Alors il a passé une annonce pour avoir une dame de compagnie et Simone s'est présentée. À l'époque, Simone Weber a 30 ans de moins que Marcel Fixard, donc elle a 47 ans. Pour coller un peu à l'annonce, parce que Marcel Fixard cherche une dame qui a une 60aine d'années, elle se vieillit de 15 ans. Elle se déclare aussi prof de philosophie en retraite. Elle a toute l'apparence de la respectabilité. Elle met une perruque grise, elle se fait appeler Monique. Et ce monsieur va mourir subitement le 14 mai 1980, alors qu'il a un cœur hyper robuste, foudroyé par une attaque cardiaque. Ce qui est suspect dans cette mort, c'est que lorsque le médecin arrive pour constater le décès, Simone Weber, qui est à ses côtés, va se présenter comme étant sa garde-malade ou son aide-soignante. Elle ne marque guère d'émotion non plus. Donc tout cela paraît extrêmement troublant aux personnes qui sont sur place. Et 2-3 jours plus tard, Simone Weber se présente chez le notaire. Elle dit, voilà, j'ai testament en ma faveur, je suis légataire universel de Marcel Fixard. Je sous-signais monsieur Fixard Marcel, déclare institué pour légataire universel en toute propriété, madame Fixard Weber Simone, mon épouse. Donc, elle hérite de la totalité des biens de Marcel Fixard. C'est un grand étonnement pour tout le monde, les voisins, ses neveux, sa famille, parce qu'ils n'avaient jamais raconté à qui que ce soit qu'ils s'étaient mariés. Donc on va vérifier si Marcel Fixard s'est réellement marié avec Simone Weber.
Alors le mariage de Marcel Fixard a eu lieu à Strasbourg 3 semaines avant son décès. Donc c'était en avril 1980. C'est un peu bizarre. Pourquoi un homme qui habite 3 Salines va aller se marier clandestinement à presque 200 km de chez lui, à Strasbourg où il connaît personne. Au registre des mariages, on voit une signature qui n'a rien à voir avec celle de Marcel Fixard. On retrouve le témoin et qui va nous raconter que la veille du mariage, Simone Weber est arrivée avec un monsieur. Elle a dit « Je vais me marier avec lui demain, est-ce que tu acceptes d'être ma témoin ?» La dame, elle dit oui, et le lendemain, ils vont au mariage. Quand on lui présente la photo de Marcel Fixard, elle dit « Oh non, c'est pas lui, non, c'est rien à voir. Celui que j'ai vu paraissait un peu plus jeune que ce monsieur-là, mais c'est pas lui. » Simone a emmené un monsieur qui était résident d'un EHPAD à côté de la maison de Rosières et elle a été déclarée mariée alors que c'était pas Fixard. C'était un figurant. On apprendra qu'elle avait fait un faux testament pour être officiellement la légataire universelle des biens de Marcel Fixard. Et ce travail est d'une remarquable méticulosité. Alors chez elle, on découvre dans la cuisine des tampons dans une cocotte minute, des tampons humides qui permettent de faire des faux documents. Elle volait des tampons chez les médecins, elle fabriquait des fausses ordonnances pour se faire délivrer officiellement des médicaments. Le juge va découvrir que Simone s'est fait prescrire à l'aide d'une fausse ordonnance des boîtes de digitaline. C'est un puissant tonique cardiaque. Alors, administré en dose massive, ça a pu avoir raison du cœur de Marcel Fixard. On a retrouvé une boîte entamée de digitaline chez elle. C'est une véritable pharmacie ambulante chez cette femme. J'interroge, vous prenez de la digitaline? Non. Monsieur Fixard en prenait? Non. Bernard Etier? Non. Personne n'en prend. Notre hypothèse, c'est qu'elle a donné donc une dose de cheval pour le tuer, parce qu'il aurait appris tôt ou tard qu'il était marié, et donc il fallait le faire disparaître. J'ai fait exhumer Marcel Fixard de son cimetière où il reposait depuis 6 ans. On va faire des expertises sur le cadavre. Fin 1985, on n'a pas les avancées de la police scientifique d'aujourd'hui. Il se trouve aussi que la digitaline a pour particularité de disparaître au fil du temps. Donc les analyses ne sont pas très concluantes. Elle a toujours contesté l'avoir empoisonné. Elle a précisé que il avait 80 ans, qu'il pouvait avoir des ennuis de santé. Et s'il n'y avait pas eu toute cette construction intellectuelle, sa mort serait passée inaperçue. C'est une mort naturelle. C'est un procès hors norme qui s'annonce. Il s'ouvre le 17 janvier 1991 devant la cour d'assises de Nancy. 6 ans après la disparition de Bernard Etier, le procès de Simone Weber va passionner la France. L'ouverture du procès en assises de Simone Weber, accusée de l'assassinat de son mari Marcel Fixard et de son amant Bernard Etier. C'est un extraordinaire procès qui va durer près de 6 semaines et qui va commencer le jour où se déclenchent les frappes américaines dans le Golfe et qui s'arrête le jour où les frappes cessent. Et à Nancy, il y avait des centaines de personnes qui faisaient la queue devant la cour d'assises jusqu'à la place Alsace. L'ambiance qui régnait autour de ce procès était très inquiétante. La presse locale a pendant des semaines et des semaines seriné la diabolique de Nancy. C'était un procès de l'Inquisition, le lynchage de la diabolique. La salle était tous les jours bondée et Simone Weber en était la vedette. Elle s'était donné vraiment une apparence de respectabilité. Elle avait un chemisier blanc, elle arborait une croix en or, ses petites lunettes, son stylo 4 couleurs. Voilà, elle était tout en douceur, tout en rondeur. Mais ce n'était qu'une apparence. C'était elle qui voulait diriger sa défense. Elle tirait les avocats par la robe, elle donnait des instructions alors qu'elle avait 4 avocats excellents. C'est elle qui menait les débats, elle prenait les témoins à partie sans avoir l'autorisation de parler, elle les insultait quand ils étaient contre elle. Et elle avait une petite voix comme ça, elle faisait « Oh, mais regardez-le,
Elle traitait les gens d'alcooliques. Regardez-le, il a les joues rouges. Elle avait une petite voix fluette qui était contraire à sa dangerosité criminologique. Cette petite femme rondouillarde qui est mamie confiture, avec la belle petite mise en pli, on l'a vue impitoyable, cruelle, méchante, qui exécutait les témoins. Elle les pulvérisait du regard, quoi. Les gens hésitaient à parler aux assises, tellement elle les fixait. Elle a un regard incroyable. Il peut être impitoyable. Tous ceux qui ont croisé le regard de Simone Weber s'en souviennent. Quand les gens riaient, elle se disait « j'ai mis les rieurs de mon côté ». Elle disait « je suis presque sûre que je serai acquittée ». Elle niait tout. On savait très bien qu'elle n'avouerait jamais. Jamais. Elle a jamais lâché. Elle s'est battue pied à pied pendant les 6 semaines du procès. Simone ne pensait pas que l'avocat général Kerr allait requérir la réclusion criminelle à perpétuité avec 18 ans de sûreté. Là, elle prend un coup sur la tête. Et Simone va faire un malaise. Elle est évacuée. Elle est au bout du rouleau, mais elle avait compris qu'elle allait pas en sortir. Il y avait personne dans le box des accusés quand on a annoncé qu'elle était condamnée à 20 ans pour le meurtre de Bernard Etier, donc pas de préméditation, et acquittée pour celui de Marcel Fixard. Simone Weber a eu le dernier mot, parce qu'elle a privé les gens qui étaient venus voir sa défaite au moment de l'énoncé du verdict, elle les a privés de cette satisfaction. Moi, je trouve que ça n'a pas été assez sévère. On n'a pas retenu la préméditation. Patricia Etier, fille de Bernard Etier. Elle a eu droit aux remises de peine, bonne mamie tranquille, voilà. 14 ans, elle sort, la bouche en cœur. Nous, on reste là avec notre souffrance, nos souvenirs, notre déception. Même si je me suis battue, j'ai l'impression que je suis pas arrivée, quoi. Le temps passe et elle partira comme ça avec son secret. Libérée en 1999, après 14 années passées derrière les barreaux, Simone Weber rejoint sa sœur à Cannes. Après des années à clamer son innocence, elle meurt le 11 avril 2024, à l'âge de 94 ans. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Jean-Pierre Vergès. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.